Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 41. Francs contre Goths, match aller. À la suite du triomphe spectaculaire de Mérobeau en 377, les Francs d'Empire font leur grand retour au premier rang dans l'histoire romaine. Une bonne vingtaine d'années de disette dans les textes à leur sujet qui va prendre fin, juste après que notre homme se sorte mystérieusement de la pagaille générale de 375-376. Ce bon vieux Mérobeau se retrouve propulsé bras droit de Gratien et consul romain alors qu'il a orchestré le coup d'État pour sécuriser Valentinien II. Allez comprendre. Une sacrée entourloupe en tout cas, qui prouve que le bonhomme n'était pas la moitié d'un imbécile, mais qui marque le début d'une ère très troublée dans le jeu politique romain où les Francs vont, encore une fois, se distinguer. Est-ce que c'est le triomphe de Mérobeau qui explique le retour des Francs dans le haut commandement impérial en suivant les textes dès la fin des années 70 ? Peut-être. Alors, l'Empire romain a toujours de nouveaux problèmes militaires sur les bras, qui nécessitent de recruter continuellement des officiers barbares, prêts à se distinguer, et ce, quelle que soit leur origine. Et après les purges des années 50, il est vraisemblable que les officiers de qualité francs devaient finir, quoi qu'il en soit, par retrouver leur place dans le haut commandement, vu l'intégration massive de ces soldats dans les armées romaines depuis des décennies. Mais plusieurs historiens suggèrent que cette réapparition d'autres francs fin des années 70 peut être liée à la carrière météorique de Mérobeau, dans un mouvement classique de réseau communautaire ou familial. En gros, un premier franc réussit à se hisser dans la pyramide en s'appuyant sur un réseau constitué d'autres francs, des fidèles qui l'ont aidé et qu'il récompense en retour, en leur donnant à eux aussi des places de choix à ses côtés, et ainsi de suite. C'est une forme de clientélisme aussi vieille que le monde que de créer son bloc compact de supporters dédiés, souvent ethniquement ou géographiquement connectés. Un bloc qui vous est 100% acquis, qui vous défend et que vous défendez en retour. Et le phénomène n'est sûrement pas unique aux Francs, mais vu que l'étoile du moment s'appelle Mérobeau, on peut imaginer qu'il a été à la manœuvre pour faire éclore de nouveaux poussins francs d'Empire dans son sillage. Et le nouvel homme qui apparaît dans notre histoire s'appelle Ricomère. Né sans doute autour des années 330-340, ce franc d'Empire est considéré par certains historiens comme le fils d'un certain Teutomère, lui-même ancien officier général ayant servi sous Constantin et Julien. Mais c'est une hypothèse seulement, rien de très sûr là-dessus, même si on peut supposer qu'être fils d'un officier supérieur est souvent un tremplin pour recevoir une bonne éducation et commencer sa carrière militaire directement dans le corps des officiers. Comme l'a d'ailleurs prouvé superbement Sylvain, arrivé à un très haut grade très jeune à la suite de son père, lui-même officier supérieur chez Constantin le Grand, si vous vous rappelez. Ricomère va faire son apparition à partir de 377 dans les textes, comme un militaire talentueux et loyal, au service de Gratien et déjà haut placé dans la structure romaine en tant que comte des domestiques. En clair, il est l'officier supérieur en charge d'unités d'élite agissant comme garde personnel de l'empereur. Un rôle prestigieux dans la hiérarchie militaire, juste en dessous des généraux du corps d'armée qu'on appelle maître de la milice ou, un cran en dessous, maître de l'infanterie et de la cavalerie, comme les Mérobeau et autres Sébastiens. Et en plus de tout ça, il a un nom qui déchire Ricomère. Ric ou Rich, c'est probablement un suffixe désignant la puissance dans les langues germaniques et qui donnera plus tard Reich en allemand moderne. Et oui, je sais,
Ça fout tout de suite un peu plus les jetons. On n'est pas dans une version des Simpsons où Homer serait plein aux as, parce que mer, ça veut dire brillant. Un suffixe ou préfixe qu'on trouve dans mérobo ou dans mérovingien par ailleurs. Pour le haut, on ne sait pas trop, mais toujours rien à voir avec les Simpsons. Une belle carrière donc, dont on entend parler en 377. Il faut dire qu'il y a toujours matière à s'occuper pour un officier un peu ambitieux et talentueux dans l'Empire romain de l'époque. Ce n'est pas comme si on manquait d'ennemis à affronter en cette deuxième partie de IVe siècle à Rome. Alors, paradoxalement, malgré la décennie troublée du règne de Valentinien Ier et la transition bancale du pouvoir vers Gratien, la situation semble se stabiliser à l'ouest en 377. Le nouvel empereur semble s'établir comme souverain de sa partie d'empire, un peu contre toute attente. Il faut dire qu'il a su établir sa légitimité puisqu'il a le soutien de son oncle Valens, l'empereur de l'Est, et apparemment de l'armée, avec le ralliement de Mérobo et des troupes de Pannonie. Et puis, en s'occupant sérieusement de l'éducation de son demi-frère Valentinien II, qu'il prend sous sa protection, et en s'arrangeant avec la belle Justine, qu'il a laissé diriger l'Italie à partir de Milan, il a désamorcé la menace de ce côté-là. En plus, Gratien s'est marié avec la dernière fille du redoutable Constance II, une certaine Flavia, née juste après la mort de l'empereur, qu'on croyait stérile, dans une belle ironie du sort si on repense aux tourments causés par l'héritage qu'il a dû laisser à Julien faute de mieux. Flavia est donc épousée lorsqu'elle atteint ses 12 ans avec l'adolescent Gratien, histoire de rallier tous les clans et familles importantes de l'Empire sous ce nouveau couple. Enfin, pour la question religieuse qui déchire l'Empire depuis 50 ans, Gratien, chrétien nicéen fervent, favorise plutôt une détente générale sur ces questions entre les différentes factions, politique qu'il affermira 2 ans plus tard en promulguant un édit de tolérance générale. Donc, de bons débuts pour Gratien, qui, du haut de ses 17 ans, a su prendre le relais de son père avec les bons choix politiques, même si la question de son contrôle réel sur l'armée et de sa partie d'empire reste posée. Est-ce que c'est vraiment lui qui décide, ou plutôt ses conseillers, avec Mérobo entre autres à la manœuvre? C'est difficile à dire. En tout cas, à l'Est, c'est une toute autre histoire pour Valens, qui, décidément, n'arrive pas à s'extraire des problèmes, et plus particulièrement avec les Goths, les voisins du Danube, qui semblent véritablement empoisonner son règne. Alors, vous rappelez-vous la dernière fois qu'on a parlé sérieusement des Goths? Eh oui, ça date en effet de l'épisode 11 sur la bataille des Abribus. La bataille d'Abritus en 250, oui je sais. C'est aussi un super moyen mnémotechnique. C'était tout au début de l'aventure des Francs. Ils avaient réussi à faire un strike en écrasant l'armée romaine et en dézinguant l'empereur Trajandès et son héritier, tout en descendant du bus. Mais c'était il y a déjà 100 ans maintenant. Et peut-on dire d'ailleurs qu'on parle vraiment du même groupe de tribus quand on parle des Goths? Sont-ils seulement encore voisins des Francs? Comme avec tous les peuples barbares germaniques ou non, il faut être très prudent sur les identités associées à chaque peuple. Alors oui, la confédération des Goths qui vit sur les bords de la mer Noire en cette deuxième moitié du IVe siècle est d'une certaine façon l'héritière de la troupe du roi Cniva de 250, qui s'est distinguée sur les rives du Danube, mais très vaguement. Car la confédération gothique du IIIe siècle s'est fait massacrer par les empereurs soldats dans les années qui ont suivi la bataille d'Abritus, au point que les restes de cette confédération, un peu à l'image de leurs cousins germaniques de l'Ouest, se sont recomposés au fil du temps, au sein de 2 nouveaux peuples distincts vivant au bord de la mer Noire. Il y a ceux qu'on appelle les Tervinges, et qui vivent sur le territoire de la Roumanie actuelle, et leurs voisins les Gretongues, qui vivent eux du côté de l'Ukraine. 2 nouveaux peuples connectés mais différents, nés de l'explosion de l'ancienne confédération et de l'intégration d'autres populations de la région. 2 peuples qu'on désignera plus tard, après pas mal de changements, sous les noms plus familiers à nos oreilles de Visigoths et d'Ostrogoths, dans les textes du VIe siècle. Et pour faire simple, on va garder ces noms plus populaires, même si ce n'est pas tout à fait exact de les désigner ainsi à ce stade de l'histoire, mais vous nous pardonnerez cette approximation. Alors, les rapports avec Rome sont restés complexes durant ce siècle de voisinage avec les Goths de la mer Noire, et en particulier leurs voisins directs que nous appellerons les Visigoths. Normalement,
Ces Visigoths sont un peuple fédéré avec Rome depuis le début du IVe siècle. C'est-à-dire que leurs chefs ont signé un pacte avec l'Empire pour servir d'état tampon sur le Danube contre rémunération. Ils contrôlent les routes commerciales et bloquent les raids ou migrations de tous les autres peuples de l'Est désireux d'aller goûter à la vie romaine, à commencer par les Ostrogoths. Un partenariat qui fonctionne partiellement depuis un siècle, avec une succession de périodes d'alliances et de tensions entre la superpuissance et son voisin et client barbare. Mais en 376, les Visigoths font face à un problème d'une toute autre ampleur que leur rapport de voisinage compliqué avec les Romains. Un problème dont on va un peu reparler dans ce podcast et qui s'appelle les Huns, qui font leur apparition autour de 370 dans les textes. Ah ben voilà, on a finalement des vrais barbares qui collent bien aux stéréotypes sanguinaires à souhait, du haut de leur monture et qui pillent tout sur leur passage, crament les villes et violent les femmes. Ça fait 40 épisodes qu'on attendait ça, Xavier. Ça va un moment les paysans à moitié romanisés qui se prennent gentiment la tête avec la garnison romaine de l'autre côté du Rhin. Nous, on veut des trucs sensationnels. Et enfin, là c'est sûr, on va avoir du sang, de la chic et des barbares. Oui, enfin, plus ou moins vu qu'un paquet de mythes et de légendes tourne autour des Huns. Mais c'est vrai que pour le coup, eux sont vraiment des barbares nomades. Leur horde, pour employer encore une fois un mot anachronique à l'Antiquité, vient des steppes d'Asie et commence sa progression apparemment inexorable vers l'ouest à partir du IVe siècle. Sont-ils plus sauvages que le romain ou le germain moyen ? C'est carrément discutable, mais on y reviendra. Pour le coup, eux ne sont ni des germains ni des fermiers devenus pillards par opportunisme et à mi-temps. Ce peuple nomade qui se met en marche en direction des territoires de l'Ouest dès le IIIe siècle ou le IVe soumet les tribus qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur progression. Et comme ce sont eux aussi de très grands pragmatiques, ils savent facilement intégrer les peuples qu'ils ont asservis pour augmenter la taille de leur groupe et se renforcer, afin de s'attaquer à la prochaine cible plus grosse encore, et ainsi de suite, comme un effet boule de neige. Au début de leur apparition, dans les textes romains autour de 370, leurs premiers exploits rapportés à Rome confirment qu'ils ont asservi la tribu des Alains, apparentés aux Sarmates et installés à l'est de la mer Noire, quelque part à la frontière entre la Russie et l'Ukraine actuelle. Mais leur chevauchée ne s'arrête pas là, puisqu'après cette victoire, ils écrasent à la suite les Greutonghes, c'est-à-dire les Ostrogoths, sur le territoire de l'Ukraine moderne, qu'ils soumettent eux aussi, avant de continuer leur progression et de menacer les Visigoths, provoquant un véritable exode d'une partie de ce peuple à travers le Danube, qui tente de passer côté romain pour échapper à l'écrasement programmé. Alors, Rome a fait preuve d'une forme de bonté inhabituelle en acceptant qu'une partie d'entre eux, mais une partie seulement, s'installe en terre d'empire au cœur des Balkans. Des Visigoths donc, réfugiés politiques avant l'heure, qui promettent de se soumettre aux lois romaines et de servir en tant que soldats pour le comte de Valence. Ah oui, d'accord, c'était ça le deal. Une bonté des Romains, toute relative bien sûr. L'acceptation d'ego fait partie d'une stratégie classique de recrutement en masse. De barbares au kilo pour servir à l'économie et à la force militaire romaine. C'est pas du tout une fleur qu'ils leur font. Et puis surtout, leur aide est urgemment attendue dans le conflit du moment à l'Est. Mais c'est que les grosses têtes de Constantinople ne réalisent pas encore, c'est que si les Visigoths sont là, c'est qu'il doit bien y avoir une bonne raison. Et cette raison, c'est un problème gigantesque en provenance des steppes de l'Est qui est sur le point de leur péter à la figure. Pas très visionnaire tout ça de la part de Valence, on dirait. Quoi qu'il en soit, dans la pratique, cette intégration massive de réfugiés goths ne va pas du tout marcher comme prévu. D'abord, parce que tout l'Empire et ses fonctionnaires n'adhèrent pas forcément à la vision altermondialiste de Valence, et notamment les populations locales. Les Goths sont tout de même des barbares, et depuis longtemps des ennemis, et qui se remarquent dans une région pas totalement dépeuplée non plus. Et puis, globalement, l'administration n'est ni très bien préparée pour prendre en charge des populations aussi importantes, ni très motivée. En clair, personne n'a vraiment bien planifié les modalités d'intégration d'une population de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en détresse sur un territoire romain. Et cerise sur le gâteau, si on peut dire, l'hiver qui suit leur intégration est apparemment très rude
et provoque une véritable famine en 377 sur les terres occupées par les Visigoths. À leur demande de secours, les autorités romaines locales répondent avec une grande sagesse, en faisant exploser les impôts qu'ils exigent d'eux pour commencer, puis en les affamant en leur revendant les vivres à un prix exorbitant. Une politique parfaitement inepte, ne laissant comme seules options aux Visigoths que de se laisser mourir de faim, de se vendre en tant qu'esclaves ou de retourner s'arranger avec les Ou Huns. bien évidemment, de se rebeller. C'est ça la mode du management de crise des années 70. De la compassion et une bonne dose de prise de risque. Et ce qui devait arriver, arriva en 377. Les Goths se révoltent et renversent l'autorité romaine locale et invitent tous les autres groupes goths restés sur la rive gauche du Danube à les rejoindre pour piller ce dont ils ont besoin en territoire romain. Well done, Valens. Au lieu de se trouver des renforts, il s'est tiré une flèche dans le pied en favorisant la naissance d'une armée ennemie en plein milieu de son empire au cœur des Balkans. En escadrille, comme disait l'autre, en escadrille. Mais bon, en quoi ça concerne Gratien et les Francs d'Empire de l'Ouest, toutes ces conneries à l'Est? Tout simplement parce que des dizaines de milliers de Visigoths se mettent à ravager les Balkans dans l'espoir de trouver de quoi nourrir leur population. Et leur révolte menace toute la sécurité de l'Empire, puisqu'ils font sauter la frontière du Danube et peuvent eux-mêmes s'attaquer aux provinces de Galiens qui sont frontalières. Et comme Valens se retrouve engagé loin à l'est, à des milliers de kilomètres du côté de la Mésopotamie, la solidarité entre empereurs comme l'intérêt propre de Galien le pousse donc à dériver des troupes de l'ouest vers la Bulgarie actuelle pour partir aider son collègue d'Orient en 377. Le calme étant partiellement revenu sur le Rhin et sur la vallée du Haut-Danube avec les quads suite à l'attaque cardiaque de Valentinien Ier, Gratien ordonne à son général en chef de Pannonie de diriger une expédition de secours avec des renforts de Gaule amenés par notre fameux franc Ricomère. Une grosse armée occidentale doit donc être formée avec des troupes du Danube et de Gaule et qui ira renforcer l'armée de Valens pour prendre en tenaille et abattre les Goths pillant les Balkans. Un plan presque malin, mais qui va lui aussi très mal fonctionner. D'abord, côté Est, les troupes envoyées par Valens sont trop peu nombreuses. Seulement 3 légions venant de l'Arménie sont mobilisées, à une époque où une légion ne fait guère plus qu'un gros millier d'hommes. Car n'oublions pas que le gros de l'armée de Valens reste bloqué avec son empereur en Mésopotamie pour lutter contre une nouvelle offensive des Sassanides alors que la trêve n'est pas encore conclue. Ce ne sont pas de mauvaises troupes sans valeur qu'on amène contre les Goths, mais rien à voir numériquement avec les dizaines et les dizaines de milliers de barbares qui se rebellent. Et puis, les généraux que Valens envoie sont à vrai dire mauvais, ou à minima trop ambitieux et pas assez prudents. Notamment le maître de l'infanterie, un certain Trajan, général en chef de l'expédition, qui s'imagine pulvériser rapidement cette vermine. Que ce soit pour la quantité de troupes assignées, comme pour l'attitude des généraux, on sent bien une condescendance romaine bien connue, et qui ne présage pas forcément de bons résultats. Comme quoi, même au IVe siècle, on en reste au vieux réflexe que le barbare n'a de la valeur militaire que s'il sert dans l'armée romaine. Les tribus libres, elles, ne valent rien. Enfin, c'est toujours ce qu'on croit apparemment à Constantinople. Et côté ouest du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'armée de secours? À l'ouest, ce n'est guère mieux, car le plan de Gratien de constituer une grosse armée de secours en combinant ses troupes de Pannonie avec des légions de Gaule va tourner court. D'abord, le général en chef de l'armée du Danube décide de jeter l'éponge sous prétexte d'une attaque de gouttes qui le paralyse et abandonne le commandement du contingent occidental. Une drôle d'excuse qui sent l'entourloupe commode, mais qui souligne encore une nouvelle fois l'autorité faible de Gratien sur son armée. Quant aux renforts de Gaule, qui justement ont été confiés à notre nouvel officier franc d'Empire Ricomère, la désillusion est encore plus sévère. Car la plus grande partie de sa troupe va l'abandonner avant même de faire sa jonction avec les Pannoniens. Son armée de secours se réduit comme peau de chagrin en quelques semaines avant même d'arriver sur le front Est. Et le pire, c'est que les troupes gauloises, probablement remplies majoritairement de francs d'Empire, n'ont pas déserté par manque d'argent ou de motivation devant une guerre difficile. Pas du tout. Les contingents venus du Rhin ont abandonné leur commandement sous l'incitation du marionnettiste de la décennie, l'homme qui tire toutes les ficelles à l'ouest, à savoir Mérobo lui-même.
Mérobeau, en totale contradiction avec les ordres officiels de Gratien, a apparemment saboté l'opération discrètement en pompant dans le dos de tout le monde les soldats de l'expédition pour le front Est. Sans doute en utilisant son prestige ou les ressources financières de l'État, il réussit à convaincre une partie des officiers et des soldats à désobéir aux ordres officiels et à abandonner le corps expéditionnaire pour rebrousser chemin, considérant qu'il ne faut surtout pas dégarnir ainsi le front occidental. Des sacrés coups durs, mais qui n'arrêtent pas Ricomère. Notre franc d'Empire n'est pas du genre à se défiler. Il accepte le commandement de ce qui reste de troupes des deux armées et décide de les amener jusqu'en Orient malgré ses déboires pour remplir la mission qu'on lui a donnée, coûte que coûte. Et en dépit des pronostics, Ricci va les renvoyer chez leur mère. Heureusement que certains hommes de l'Ouest ont pu garder un minimum de sens de la discipline et de l'honneur. Ça change de la réputation habituelle des Francs, à qui l'on ne peut pas se fier. Non mais. Donc l'officier franc décide d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et j'en suis sûr, Ricci va faire un duo d'enfer avec Valens. Par contre, l'histoire de Mérobeau, c'est juste dingue. Comment est-ce qu'il peut tenter encore une fois une cascade pareille avec Gratien en défiant ses ordres? Dans le cas d'une guerre, ça s'appelle de la haute trahison quand même. Quoi qu'il en soit, Ricomère va mener sa mission à bien et ramener sa troupe jusqu'à celle des Orientaux pilotée par le maître de l'infanterie Trajan et en se plaçant sous son contrôle. D'abord, parce que cette guerre est celle de l'armée de Valens et que Gratien ne fait que contribuer avec des renforts. Et puis aussi, parce que dans la hiérarchie militaire un peu compliquée de l'Empire romain tardif, Ricomère, en tant que comte domestique, est moins gradé que le maître de l'infanterie Trajan. Trajan qui n'a au final, avec l'arrivée de Ricomère, qu'une force limitée à opposer aux Goths. Quelques milliers de soldats tout au plus contre des dizaines de milliers d'ennemis, mais qu'il s'apprête à attaquer malgré tout. La prudence voudrait qu'on attende un peu plus de renforts, mais Trajan, lui, ne veut rien savoir et se prépare à frapper la queue du convoi dès que les Goths se remettront en route, histoire d'avoir le dessus sur une armée ralentie par le butin et les civils. Sauf que la tactique n'échappe pas aux Goths. Barbares peut-être, mais pas si bêtes pour avancer sans protection en convoi et de se faire massacrer par une troupe de professionnels romains. Voyant l'approche des troupes de Trajan, les Goths décident de faire l'inverse du plan attendu en arrêtant leur marche et en se barricadant. Ils forment un véritable camp fortifié avec les chariots du peuple, positionnés en cercle, et de là commencent à rameuter tous les Goths de la région pour écraser les Romains par le surnombre qu'ils sont sûrs d'obtenir. Mais le changement de tactique des Visigoths ne fait pas flancher Trajan, qui se décide malgré tout pour l'attaque immédiate. On ne sait pas si Ricomère a donné son avis sur la situation tactique à Trajan. Mais les auteurs antiques le décrivent comme un militaire talentueux. Et il est donc assez probable qu'il ait dû s'interroger sur cette stratégie. Vu qu'à la base, attendre l'épuisement des ressources des Goths pour les affamer était une stratégie forcément payante et moins risquée. Et que très certainement, il ne partageait pas la condescendance des officiers de l'Est pour des barbares germaniques que lui a combattu toute sa vie d'officier. À mon avis, même si les textes ne le précisent pas, et c'est bien normal, je pense que Ricomère a dû se dire dans son fort intérieur « mais quelle bande de couillons !» Voire, il l'a peut-être exprimé haut et fort, si on fait le postulat que les Germains pouvaient être aussi directs et cash que leurs lointains descendants allemands et hollandais modernes. Quoi qu'il en soit, Trajan décide de l'attaque frontale, massive, sans bénéficier ni de l'effet de surprise, ni de l'avantage du terrain, vu que les Goths sont légèrement en hauteur. Honnêtement, rien ne peut justifier tactiquement une tentative pareille de la part de Trajan, alors que le temps joue pour lui. Sinon l'envie de briller et la vieille confiance romaine dans leur supériorité tactique sur les barbares. Et à l'aube d'un matin de septembre 377, les deux armées s'avancent donc face à face sur un lieu dit les Saules, quelque part au sud de l'embouchure du Danube, dans la Bulgarie actuelle. Une mise en position ligne contre ligne, en terrain découvert et en bon ordre, pour trancher le différend entre les deux armées. Deux armées qui se retrouvent face à face, séparées par quelques dizaines ou centaines de mètres, et qui s'immobilisent en ce matin de septembre quelques minutes sous le contrôle de leur chef. Selon Alien Marcelin, les Goths se mettent à entonner des chants
pour invoquer leurs dieux et leurs ancêtres dans l'espoir de semer la confusion chez l'ennemi. Les Romains, eux, répondent de manière traditionnelle, par leur propre cri de guerre, qu'on appelle le baritus, littéralement le barrissement de l'éléphant. D'une seule voix, ils entonnent une note sourde, basse, qu'ils font monter progressivement pour terminer en un rugissement énorme. Un cri de guerre apporté par les Germains de l'époque de Tacite et que les armées romaines ont fini par adopter. Car le début de bataille est d'abord un test moral, où chaque armée veut impressionner l'autre sur sa détermination et sa force, histoire de semer le doute afin qu'à la première défaillance, l'ennemi cède à la panique et que sa ligne de défense s'écroule. Et une fois la phase d'intimidation terminée, la bataille peut commencer, avec l'avance des deux lignes qui s'approchent l'une de l'autre à quelques dizaines de mètres pour lancer les armes de jet de part et d'autre. Javelot pour les Romains, pieu à la pointe durcie par le fer pour les Goths. Puis c'est la course de la dernière dizaine de mètres pour impacter l'ennemi avec la ligne de bouclier et engager la lutte au corps à corps. Ammien Marcellin va nous décrire une bataille sanglante, épique, d'une journée entière, avec les Romains sur le point de céder en début de journée sur leur aile gauche enfoncée, mais qui vont réussir à colmater la brèche avec des réserves et maintenir finalement leur ligne. Une journée complète de combats sans merci, sans pitié. Le chroniqueur nous décrit les têtes ouvertes en deux, à coups d'épée, les cavaliers transperçant les ennemis dans le dos avec leurs lances, les fantassins mutilant et achevant les hommes tombés au sol. Une boucherie sanglante où chaque camp tente de prendre l'avantage, mais sans succès. Une journée entière de sang, de terreur et de massacre, et qui finit simplement sur un match nul. À la nuit tombée, les Romains se retirent en bon ordre, mais après avoir subi des pertes significatives. Et les Goths retournent dans leur camp, avec eux aussi un nombre immense de soldats disparus dans cette bataille des Saules. Match nul donc, mais pas balle au centre, pour les Romains. Si le but était de terrasser la menace Goth, la bataille de 377 ne s'est absolument pas déroulée sans accroc. N'est pas Hannibal qui veut. Les Goths sont toujours une armée combattante, vivant en territoire romain et pas du tout mis sous contrôle. Donc les Romains n'ont rien réglé du tout. Est-ce vraiment un nul ou une victoire morale pour les Goths ? En tout cas, la bataille des Saules n'est qu'un premier round qui ne règle rien. Les Goths d'abord, si on y réfléchit, sont dans la même situation. Ils n'ont toujours pas de véritable solution pour nourrir et protéger leur peuple. Et le retour outre-Danube n'est sûrement pas une option non plus, avec l'avancée continue des Huns. Donc pour les Goths, on a gagné du temps, mais les perspectives restent très négatives. Mais c'est vrai, Rome n'a pas gagné non plus, car l'Empire d'Orient, qui espérait régler ce problème sur le Danube pour se concentrer sur la Mésopotamie, reste avec 2 fronts à couvrir pour le moment, ce qui mit les ressources et les capacités de l'Empire à rude épreuve. Plus embêtant, on s'empresse de rejeter la faute de cet échec sur le commandement, ce qui constitue une raison bien commode pour expliquer une semi-défaite contre un peuple barbare. Sauf que c'est peut-être ça la plus grosse faute des Romains. Tout bonnement, refuser d'accepter qu'ils ne sont plus intrinsèquement tout-puissants en bataille rangée contre leurs ennemis barbares. La leçon devrait pourtant être comprise depuis plus d'un siècle d'affrontements, mais les succès passés en infériorité numérique continuent sans doute d'influencer de mauvaise manière le haut commandement romain. On refuse de réaliser que les Goths, comme les autres voisins barbares, sont devenus autre chose que des forces sauvages et désorganisées, incapables de faire face à la qualité et à l'organisation de la Légion romaine. Or, les Goths ont servi dans les armées de Rome, ont été équipés par Rome et ont rattrapé une grosse partie du retard tactique et technologique qui les séparait encore il n'y a pas si longtemps de l'Empire. C'est plus facile de blâmer la maladresse d'un commandant imbu de lui-même, mais vraisemblablement, le mal est plus profond. Et c'est la pire erreur de l'Empire que de ne pas vouloir le voir. La terrible vérité, c'est que le rattrapage dans tout le monde barbare des Bouches du Rhin aux Bouches du Danube, déjà amorcé dès le IIIe siècle, est en train de s'accélérer au IVe. Et les Goths vont être les premiers à montrer de manière éclatante que cette remise à niveau est sur le point de changer toute la donne pour l'Empire romain. On ne sait pas exactement quelle conclusion Ricomère tire de ce carnage. Lui qui a sauvé sa peau par miracle au milieu de cette belle déroute. Sinon que sa mission initiale d'aider Valens et ses généraux à terrasser la menace Goth n'est pas remplie. Probablement qu'il refuse de rester sur cet échec
comme il a précédemment refusé d'abandonner sa mission, malgré les trahisons successives du général Mérobeau. Pour lui, une seule option reste une fois l'armée romaine réorganisée et remise en ordre de bataille. Il va repartir vite fait en Gaule auprès de Gratien et lui dire que vraiment, l'Empire romain a un énorme problème avec les Goths côté Est, et qu'il va falloir sérieusement se bouger et se donner les moyens de régler ce problème, et ce, quel que soit l'avis de Mérobeau. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.